Le clairon. Et il y a un clairon en direct des États-Unis avec Renaud Bochard. Bonjour Renaud Bochard. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, notre chroniqueur aux États-Unis pour Toxin, co-auteur du podcast French Invader. C'est encore du Substack Chroniques égrégoriennes. Et je suis très heureuse de vous entendre aujourd'hui pour avoir votre analyse vue sur place et réfléchie. C'est toujours bien de prendre le temps pour comprendre ce qui se passe entre évidemment ce clash que nous avons déjà commenté hier largement. Mais à chaud, ce clash entre Zelensky, Trump et J.D. Vance notamment. Quelle est votre analyse ? Bah écoutez, d'abord sur le clash lui-même, je ne vais pas m'étendre très longtemps sur cette question puisque vous en avez déjà parlé hier notamment. On a dit qu'il y avait eu une sorte de manipulation, que ça avait été un traquenard dans lequel avait été attiré Zelensky. Ce que je voudrais quand même rappeler à cette occasion, c'est que Washington, il n'y a pas seulement Donald Trump et J.D. Vance à Washington. Il y a aussi, c'est encore temporairement le centre de l'administration impériale. Et dans cette administration impériale, on retrouve tous les grands intérêts stratégiques notamment de l'industrie de l'armement. Et il est très très fort probable que Zelensky soit venu rencontrer en même temps des dirigeants de l'industrie de l'armement, des boîtes comme Raytheon, comme Dynacor, comme Lockheed Martin, ce qu'on appelle le lobby de la guerre éternelle, pour reprendre le titre du roman de Joe Haldeman que j'ai cité plusieurs fois. Donc, il est très très fort probable qu'il ait rencontré d'autres personnes qui lui ont donné un autre son de cloche. En même temps, quand on voit la façon dont se déroule cette rencontre, on voit qu'il y a quand même une certaine connivence entre Zelensky et un certain nombre de journalistes, et notamment les journalistes de CNN. Et je crois que ce qui a vraiment mis le feu aux poudres pendant la rencontre, ça a été notamment la mention, c'est lorsqu'on a commencé à parler, c'est un journaliste de CNN, dit à Trump, est-ce que vous avez l'intention de vous rendre à Odessa et à Kiev pour constater sur le terrain ce qui se passe. Et je crois que ça a mis énormément Trump en colère, qui a dit d'abord, je ne veux pas parler d'Odessa. Apparemment, il y avait quelque chose, il était entendu entre les partis, il ne fallait pas parler de la question d'Odessa. Et puis ensuite, sur l'état des destructions, le journaliste sous-entend que Trump, en fait, croirait les éléments, soi-disant, de désinformation russe, ce qui est immédiatement approuvé par Zelensky. Et c'est vraiment ce qui met Trump en colère, et c'est ce qui déclenche la séquence particulièrement cataclysmique avec l'intervention de Vance. Donc là aussi, on peut penser qu'il y a d'une certaine façon une espèce de mise en scène qui était faite entre notamment Zelensky et le complexe militaro-industriel, mais aussi entre les Zelensky et les médias mainstream. Et je rappelle que quand même, la question de l'Ukraine et la question des médias mainstream vis-à-vis de Trump est quelque chose d'extrêmement sensible. Ça a ruiné la totalité de son premier mandat avec le Russiagate. Je rappelle quand même que Trump a été aussi victime d'une procédure d'impeachment qui n'était ni faite ni à faire, dont le cœur était précisément un appel téléphonique entre Trump et Zelensky. Donc c'est une question extrêmement sensible pour Trump. Alors juste une question, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, sur ce d'abord complexe militaro-industriel qui aurait été rencontré par Zelensky, et puis cette question du CNN qui aurait été peut-être orchestrée à l'avance. Est-ce que c'est pas à ce moment-là, j'ai plus l'idée très précise, que justement Donald Trump explique vous devriez poser d'autres questions, et il répond vous devriez poser d'autres questions quand on voit les audiences. Est-ce que c'est à CNN ? Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est aux journalistes de CNN. C'est après la question sur Odessa. Et ensuite, il y a une deuxième question qui vraiment met le feu aux poudres complètement. Alors là, c'est à partir de ce moment-là que ça part vraiment en vrille. C'est lorsqu'il y a un journaliste, je me rappelle plus de quel média, qui accuse Trump d'être aligné avec Poutine. Et lorsque Zelensky surenchérit en exprimant sa haine profonde pour Poutine, et lorsque Trump répond, oui, mais en fait, on a déjà eu toute une administration, puis Vance qui reprend par la suite, on a eu 4 ans d'une administration Biden qui n'ont cessé d'appeler Poutine Hitler, et ça n'a pas marché, et c'est pas comme ça
que nous allons engager des Oui, négociations avec Poutine. Lorsque Trump dit je peux pas appeler en public Poutine, Hitler, et puis ensuite le rencontrer et puis lui, bien lui, sûr. lui taper dans le dos. Oui, c'est là où il parle Donc, de nouvelles voies diplomatiques. de nouvelles voies diplomatiques. Et là-dessus, je pense que en fait, c'était à peu près tout ce que je voulais dire la rencontre, mais je pense qu'il y a effectivement des mises en scène de chaque côté, même si je pense qu'effectivement, le plan était quand même de montrer à Zelensky qui est le patron. Oui, alors parce que Et justement, oui, c'est intéressant, vous avez montré la mise en scène voulue par Zelensky, mais de l'autre côté, à la fin, Trump utilise cette phrase en disant oui, oui, là, il y a un show, c'est sûr que là, il y a un big show où les médias sont contents pour dire voilà, il y a une tension, évidemment, ça plaît aux médias, et il finit par dire d'ailleurs, j'ai fait exprès de laisser dérouler tout ça, alors est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il essaye de rattraper le coup en disant qu'il a fait exprès, on ne sait pas. J'ai fait exprès de laisser dérouler tout ça, donc entre parenthèses, donc cette dispute, pour que tout le monde voit, parce que c'est important que tout le monde voit ce qui se pour que passe. les Américains voient. Oui. Pour que Euh, les Américains. C'est ça qui est, et vous qui est pensez que important. c'était voulu, il savait que ça allait aller au clash et que c'était voulu que ce soit vu, ou est-ce que c'est une façon de se rattraper un peu aux branches de la... Non, 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 là vous avez vraiment le Trump du moment, le génie intuitif de Trump, qui réagit à la situation et qui comprend parfaitement ce qui est en train de se passer, Hmm, et qui comprend parfaitement quel intérêt il peut tirer, quel profit il peut tirer de ce qui vient de se passer. hmm, En disant, mais là, les Américains, et là-dessus, ce clash a été un moment révélateur au sens biblique du terme pour les Américains, qui est très très profond en fait, hmm, ce qui s'est passé. On a vraiment, d'abord, on a vu quelle était la nature réelle de Zelensky, bon, Zelensky, c'est un acteur qui remplit un rôle. C'est le petit dirigeant d'un petit pays dans un clash entre David et Goliath. C'est le héros romantique, oui. l'incarnation de Churchill, et puis là, en fait, on voit tout s'est effondré. Ce qu'on a vu, c'est que une petite frappe, un petit voyou, une espèce de personnage médiocre des films de Scorsese. Donc là-dessus, pour les Américains, Zelensky est entré dans la conscience des Américains avec ce clash. En fait, jusqu'à présent, pour les plupart des Américains, on n'avait jamais entendu Zelensky pour plus de quelques secondes. Hmm, Là, tout d'un coup, tous les Américains ont vu plusieurs minutes de Zelensky, et ce qu'ils ont vu, c'est une espèce de personnage pétulant qui vient en même temps quémander de continuer une guerre que les Américains ne veulent plus hmm, financer. ouais. Et là-dessus, je crois que c'est là que la signification profonde. Il y a eu un grand nombre en fait de gens qui ont commenté ce clash, qui ont commenté ce moment, qui est un moment d'ailleurs au sein d'une séquence importante, une séquence qui bon, commence quand même déjà avec l'élection de Trump en novembre dernier, mais surtout qui commence avec le discours historique de J.D. Vance à Munich, Ouais. où J.D. Vance vient notifier à l'Empire, et là-dessus c'est ça qui est très très important. Il vient notifier à l'Empire que que l'Amérique se retire de l'expansion illimitée de l'Empire au détriment jusqu'à présent, au détriment de la santé de son territoire. Et ce que Vance dit, c'est nous allons nous consacrer maintenant à la santé de notre territoire, nous allons nous consacrer maintenant à nos intérêts nationaux. Donc de l'Empire, nous redevenons en fait une nation. Hmm. Et c'est ce qui est notifié au monde entier et a fortiori en premier chef aux Européens. Et c'est ça qui est entré dans la conscience des Américains avec cette scène assez laide. C'est vraiment, c'est incroyable l'espèce d'effet de répulsion qu'a exercé Zelensky, qui tout d'un coup, alors là, tout le caractère romantique du personnage est complètement, À ce point-là, parce complètement que passé. en Europe, ça n'a pas du tout été interprété comme ça, hein. Ah ben, disons que ça peut être encore interprété comme ça, comme les gens qui vivent encore dans les Hmm, notes de l'Empire, de l'Empire, comme la totalité de mes voisins qui sont des fonctionnaires fédéraux, hmm. probablement, pensent, si vous regardez un compte Instagram comme Washingtonian Problem, qui sont
essentiellement des fonctionnaires fédéraux qui se plaignent du traitement de cheval que l'administration de Mm. Trump est en train de leur infliger, vous allez effectivement avoir des gens qui vont dire, mais oui, Zelensky, ce formidable héros Mm. romantique, cette Mm. nouvelle incarnation de Churchill, mais c'était les mêmes gens qui pensaient que Kamala Harris était la nouvelle incarnation de Jeanne d'Arc. Oui, Donc, c'est dire. donc, ce qu'on a vu d'ailleurs, c'est que Zelensky lui-même, et ça, c'est là-dessus le rat est nu. Zelensky lui-même est un être à peu près aussi stupide que Kamala Harris. Ça, je crois que ça a été, c'est quelque chose qui a sauté aux yeux des Américains. Ce qui a sauté aux yeux des Américains, et je voulais dire, il y a eu un grand nombre de commentaires de la part de gens qui, qui observent les mouvements à long terme. Je parle par exemple d'un commentateur britannique de grand talent qui fait des vidéos sur YouTube, qui est une très très grosse chaîne YouTube en fait, qui s'appelle Academic Agent. Lui, ce qu'il disait, c'est que c'est la fin toute cette séquence signifie la fin du Boomer Truth Regime, le régime de vérité des boomers. À ça, mon ami Ernest Lyons a écrit un article qui est paru d'ailleurs quelques jours avant le discours historique de J.D. Vance, et je suis certain que J.D. Vance l'a lu, puisque je sais que J.D. Vance lit les analyses de Ernest Lyons. Ernest Lyons parlait du retour l'article s'appelle American Strong Gods, le retour des dieux forts. Et dans l'article de Ernest Lyons explique que nous sommes à la fin du long XXe siècle, un long XXe siècle qui commence en 1914, mais qui se met véritablement en place après 1945. Nous sommes dans la fin du monde de l'après 1945. Cette fin du monde de l'après 45, c'est un monde qui est dominé par l'idée du plus jamais ça. L'idée que soit nous acceptons la société ouverte, pour reprendre l'expression de Popper, soit nous allons vers une pente, soit nous sommes dans une pente qui mène directement à Auschwitz. On est sorti de ce schéma narratif de la société ouverte ou Auschwitz. Mm. Nous sommes dans... Il y a eu une seconde carrière à Hitler après la guerre qui a été précisément d'incarner cette figure unique du mal. Nous sommes dans une seconde mise à la retraite d'Adolf Hitler après sa mort dans son bunker. C'est fini. Nous ne voulons plus entendre parler de cette alternative, de dire que tout retour, par exemple, vers un certain nombre d'incarnations de dieux forts, comme Mm. des vérités criantes, comme l'enracinement, comme des codes moraux forts, etc., mènerait directement à l'Holocauste et au camp de concentration. Nous sommes sortis de ça. Nous sommes en même temps dans un congédiement des dieux faibles du monde de l'après 45 qui sont une tolérance qui tourne à vide, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la tolérance, ça n'est pas une fin, c'est un moyen, un consensus qui empêche la possibilité qui voudrait instituer une espèce d'état d'absence complète de tension comme un fœtus dans le placenta ou comme un enfant un enfant en bas âge au stade du narcissisme primaire qui comprend pas avant qu'il prenne la conscience qu'il est séparé de son environnement. Et donc, nous sommes dans un congédiement de ce monde du plus jamais ça. Nous pouvons enfin, c'est un retour du politique, nous pouvons enfin faire des choses. Et ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons vu c'est une notification de la part de cette administration nouvellement élue, c'est ça que nous sommes sortis de la dynamique de cet empire Mm. cet empire des dieux faibles, cet empire de post-1945. Alors, oui. Oui. Non, mais ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est que donc J.D. Vance l'a annoncé, vous l'avez dit au discours de Munich. On le voit de nouveau ici dans cette scène finalement du bureau ovale, mais on a l'impression que c'est peut-être acté pour les Américains, mais ça l'est pas du tout au niveau européen pour le moment. On voit Disons comme que si l'empire voulait continuer d'exister, mais dans une seule de ses tentacules.
Vous avez tout à fait raison, Clémence. L'Empire veut continuer d'exister en dépit du fait on Et vient de couper lui la dire tête. c'est fini. Oui. Et c'est là que c'est très très important. Quand on parle de la notion d'empire, il faut bien comprendre qu'un empire, effectivement, il opère sur un certain territoire, mais ça n'est pas une sorte le fait d'être une population qui est située au cœur de l'empire ne signifie pas que vous êtes dans l'empire. Mm. C'est-à-dire que l'empire, il s'étend sur un territoire, mais en même temps, l'Empire, ce que fait l'Empire, c'est d'extraire des tribus, avec un T à la fin. Donc, d'extraire et Mm. le principal, la population qui a souffert les pires tribus, c'est la population américaine. Je parle quand même d'une population qui n'a pas de protection sociale. Je parle d'une population qui, lorsqu'elle a la chance d'être employée, sont des semaines de travail de 50 à 55 heures. Je parle d'une population qui n'a pas de congés payés. C'est quasiment pas ce que c'est que les congés payés. Je Mm. parle d'une population qui n'a pas d'assurance maladie. Mm. Ou une assurance maladie, moi, mon assurance maladie me coûte 700 dollars de prime mensuelle avec une franchise annuelle de 7 000 dollars par personne au sein de Oui. la famille. Euh, cette population, en fait, de la conscience, quand on a vu défiler ces dirigeants médiocres Mm. européens comme Macron, comme Starmer, et puis ensuite comme cette espèce de petite frappe de Zelensky, cette population prend conscience que l'Europe, et ben, on est en train d'appliquer un traitement de cheval au cœur de l'administration fédérale américaine, l'administration à Washington, mais elle prend conscience que, en fait, il y a dans l'État profond qui est en train qui est en train de la traiter comme une matière extractive, il y a l'Europe, il y a des Européens, il y a non seulement des dirigeants européens, des institutions européennes, mais Mm. c'est peut-être plus difficile à entendre, il y a aussi les Européens. Les Européens sont tout de suite, non, avec cette séquence qui est en train d'entrer dans la conscience des Américains, c'est que les Européens sont les enfants gâtés de l'histoire. Les enfants gâtés de l'histoire et que tout ça est financé par la population américaine. Juste un petit chiffre d'ailleurs, parce qu'on rentre en même temps dans une guerre tarifaire entre les États-Unis et l'Union européenne. Mm. Il y a certainement des négociations à avoir sur ce que les Européens sont prêts à accepter en matière d'importation de produits américains et notamment de produits agricoles. Et ça, vraiment, je mettrais en garde contre une ouverture complète des importations agricoles américaines, mais il y a quand même des problèmes de balance Équilibre, oui. commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Je rappellerai que rien que l'année dernière, il y a l'excédent commercial européen vis-à-vis des États-Unis était d'à peu près 265 milliards de dollars. Alors que c'est très intéressant parce que dans le sens inverse, en matière de services, vous avez un excédent commercial américain d'à peu près 115 millions, 115 milliards. Ce qui veut dire que vous avez les Européens qui financent le train de vie de la classe dirigeante américaine et puis les Américains qui financent l'État-providence européen. Donc, vous avez en même temps, il faut quand même comprendre que, par exemple, sur les automobiles, vous avez des tarifs douaniers pour les importations en Europe de voitures américaines de 10%. Tandis que les tarifs douaniers sur les importations de voitures européennes aux États-Unis sont de 2,5%. Donc, vous avez un certain déséquilibre de la balance commerciale qui est très en faveur des Européens et qui est très en faveur notamment de la protection sociale. C'est Des, étonnant ça euh, d'ailleurs, parce qu'on entend plutôt que les Américains sont durs avec nous, notamment sur la vente de leur GNL, etc., ils tirent toujours les avantages à leur côté, et que nous sommes les dindons de la farce. Alors finalement, pas tant que ça. Ben, pas tant que ça. Non, non, c'est sur les services, effectivement. Là-dessus, les Européens, les Américains enfin, sur les biens, pardon, les Américains vous cajolent Mm. les Européens. Mm. Il y a cette idée donc qui est entrée dans la tête des Américains que on est en train de financer, on est en train de financer un continent qui s'en tire bien mieux Oui. que la population américaine.
Donc là-dessus, c'est peut-être c'est peut-être un présage assez sinistre, mais ce qui est en train de se passer avec la façon de traitement de cheval qui est impliqué, qui est appliqué au cœur de l'administration fédérale, donc au cœur du deep state américain, est sans doute une préfiguration de ce qui attend les Européens. Donc je ne sais pas comment, dans quel monde nous rentrons, mais de façon certaine, nous rentrons dans quelque chose de différent. Et je crois que ça va être un des moments assez difficiles En tout cas, pour c'est l'Europe. absolument passionnant de pouvoir suivre avec vous en direct, Renaud Bochard, et votre analyse et aussi les lectures que vous faites depuis les États-Unis, les écoutes aussi de gens très haut placés qui sont directement écoutés par J.D. Vance, comme vous le rappeliez avec votre ami NS Lions. Merci encore, Renaud Bochard. Je rappelle que vous êtes chroniqueur US pour Toxin, évidemment, co-auteur du podcast French Invader. C'est encore du Substack Chroniques et Grégoriennes. Merci encore. Vous avez Merci, aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.